Avec cette vidéo, poursuivons notre travail sur les transformations politiques et sociales de la France de 1848 à 1870. Au XIXe siècle, la France s'ouvre à la révolution industrielle et se met sur la voie de la modernisation entre 1851 et 1870. La machine à vapeur, inventée par James Watt en 1769, se diffuse dans l'industrie textile et dans le secteur de la métallurgie. La mécanisation progresse. À côté des ateliers qui assurent encore l'essentiel de la production à cette époque, des usines apparaissent. Elles abritent des machines complexes qui sont au cœur de la mécanisation. Le réseau des chemins de fer, né vers 1830, est en plein essor et dépasse les 21 000 km de voies en 1866. Des pays noirs émergent des bassins houillers. Pays noirs est le nom que l'on donne aux régions industrielles dont le développement repose sur l'exploitation du charbon, du fer et la production sidérurgique. Ces régions se caractérisent par des paysages, des usines, des mines, un habitat ouvrier et une culture ouvrière très fortement ancrée. Partout en France, des ports permettent l'ouverture du pays sur le monde. Progressivement, l'industrialisation transforme les paysages urbains. La France connaît donc un développement des villes industrielles. Elles attirent une immigration rurale massive, nommée exode rural, comme dans la ville du Creusot, en Saône-et-Loire par exemple. Paris apparaît bien évidemment comme le principal bassin d'accueil de cet exode rural. Ouvriers et artisans s'installent dans des quartiers insalubres, du centre ou des banlieues. Napoléon III accompagne cette urbanisation de grands travaux de modernisation concernant le logement, la circulation, la sécurité, l'hygiène ou l'approvisionnement en eau. C'est ce que l'on appelle la période haussmannienne. Découvrons à travers cette petite vidéo de quoi il s'agit. Paris de la fin du XIXe siècle. Une ville délabrée et insalubre, mais une ville qui va bientôt connaître une révolution architecturale sans précédent grâce à Napoléon III et son préfet, le baron Haussmann. Assainir et moderniser Paris, mais aussi donner aux Parisiens le minimum vital comme l'eau courante, telle est la priorité de Napoléon III. Dès 1853, il lance le chantier, il va durer 17 ans. Ils ont abattu 20 000 immeubles insalubres, ils en ont recréé 30 000. Ils ont créé 300 km de voirie, ils ont créé 600 km d'égouts. C'est un travail colossal. Quand on voit avec quoi ils ont travaillé, c'était avec des pioches, des pelles, et rien, il n'y avait rien, quoi. Mais le baron n'a pas construit que des immeubles et des rues. Il est aussi à l'origine du bois de Boulogne et du bois de Vincennes, ainsi que des squares. Pour l'anecdote, il a aussi éclairé Paris, jusqu'alors plongé dans le noir. Un des traits de génie de Napoléon III et d'Haussmann, c'est d'avoir transformé la ville telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, et qui a pu accepter toute l'évolution de la technique, de la voiture, etc., à tel point qu'aujourd'hui, on peut même mettre des couloirs de vélo, des couloirs de bus et tout, et les voitures circulent encore. Le modèle haussmannien ne perdure pas seulement à Paris, il s'est exporté à travers le monde, en Autriche, en Belgique et jusqu'en Russie. L'économie du pays se modernise également. Ni la capacité d'emprunt de l'État, ni les grandes fortunes ne peuvent financer seules la modernisation. Des sociétés anonymes dont le capital est divisé en actions sont créées. Les premières banques organisent des réseaux d'agences et favorisent l'épargne des particuliers. En 1852, la ville de Paris s'endette considérablement auprès du Crédit foncier pour ses travaux. Cette transformation provoque de nombreuses faillites et rend le baron Haussmann très impopulaire. Cette nouvelle modernité du pays s'inscrit également dans de nouveaux modes de vie et de pensée. Les paysans forment encore la grande majorité de la population. Leur vie et leur travail sont transformés par la mécanisation et les engrais. L'industrialisation entraîne l'essor de la bourgeoisie d'affaires, enrichie par le commerce et la banque. Elle devient la classe dirigeante du pays et influence considérablement la vie politique, sociale et culturelle française. Elle consomme dans les grands magasins et utilise les trains du plaisir pour rejoindre les stations balnéaires comme Saint-Malo. Aux côtés de la bourgeoisie d'affaires, un nouveau groupe social, les classes moyennes, se développe. Il s'agit des employés des grands magasins ou de banques, des cols blancs, c'est-à-dire des employés de bureaux comme les cadres. Ils s'enrichissent grâce à l'épargne et à l'instruction. Enfin, la classe ouvrière grandit. On la définit à l'époque sous le terme de prolétariat. Leur vie est dure tout au long du XIXe siècle.
en raison de l'absence de contrat de travail, de journées longues et de salaires bas. Certains patrons, comme les Schneider ou Creusot, décident d'adopter une politique paternaliste. Il s'agit d'une politique d'entreprise consistant à accorder des avantages sociaux, logement, éducation, soins médicaux, retraite, en échange de la fidélité et de l'obéissance des salariés. Elle repose sur le principe que les rapports entre patrons et ouvriers sont régis comme dans une famille, dans laquelle l'autorité et le respect dû au père sont indiscutables. Pour en apprendre plus sur le sujet, rendez-vous sur mon classeur numérique d'histoire et géographie.com.